Mais je trouve ça super intéressant comme conspiration. Ouais, je sais pas ce qui est vrai Ouais, là-dedans. pas pire. Je sais pas. Moi non, moi La non vie plus. nous le dira. Ça va aider leur Mais entrée en bourse, là. Ben oui, en plus qu'il y a de la rentrée en bourse Ah qui ouais, s'en oui, vient. Là. ça, c'est clair. Mais tu vois, ça me semble déjà plus plausible que des reptiliens, mettons. Si quelqu'un m'avait dit Dario Amodei, c'est un hologramme ou quelque chose comme ça, là Ben, on sait pas, c'est peut-être un mais reptilien aussi. Là. C'est peut-être lui, Mythos 5. Là. c'est peut-être Non, un non, faut pas reptilien juger toutes les holographique. conspirations sur le même pied, les gars. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, toujours le même, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Nous sommes toujours au Québec, à Québec. Bienvenue à votre podcast préféré sur les enjeux éthiques et sociaux de l'IA. Et tout ça se passe en français. Comment allez-vous? Comment vas-tu, toi, qui nous a écoutés encore pendant une belle saison, parce que ce sera notre dernier épisode de cette saison 6 d'IA Café. Écoutez, dans cet épisode, retour, on vous a réservé une petite surprise, retour au micro des premiers collaborateurs d'IA Café. David Beauchemin était de retour en studio. Évidemment, Frédéric Plamondon était là aussi. Les trois membres fondateurs d'IA Café, nous étions réunis en studio. Les OG, les Original Gangsta, tout le monde était là, puis c'était bien le fun de se retrouver en studio. Plusieurs sujets passionnants. Fred et David avaient bien de la jasette, même plus de jasette que d'habitude, c'est vous dire. Ces deux garçons-là ont de la jasette. Mais en même temps, c'est aussi ça le plaisir de faire ce podcast-là, de prendre le temps de jaser avec des amis, mais pas juste des sujets du quotidien, mais parler justement de nos passions intellectuelles, les professionnelles, parler d'IA, évidemment. Mais puisque c'est des amis, on parle sans filtre, sans les masques du monde professionnel et académique. Tiens, j'ajouterais comme ça. Plusieurs sujets ont été abordés. Coût d'intégration de l'IA en entreprise, dans des OBNL aussi, combien ça coûte. C'est possible de faire du profit avec ça, c'est quoi les gains d'efficacité. Puis des fois, la distance entre les promesses et les réalisations. On a parlé des défis d'intégrer l'IA dans des grands chantiers numériques. On a parlé de souveraineté numérique. On a parlé des systèmes de données ouvertes, du logiciel libre. On a regardé ensemble le chemin parcouru tous les trois et dans ce monde de l'intelligence artificielle pour en examiner un peu l'avenir. Ce sera encore une fois le dernier épisode de cette saison 6, mais nous serons évidemment de retour au tout début du mois de septembre pour notre saison 7. Bonne écoute! OK, à ta dernière visite, tu disais, baseline, on va répondre aux besoins du milieu. Puis, justement, le milieu, comment ça évolue? Dernier épisode, je discutais avec Fred de la nouvelle politique Carney sur l'IA qui souhaite aider jusqu'à, je pense que c'était 60% des entreprises à intégrer l'IA. Donc, on estime qu'on va être capable de financer de la formation, des programmes d'aide. En ce moment, quand tu parlais de cibler, cerner les besoins du milieu, c'est quoi les besoins des PME en ce moment là, qui ont recours au service de baseline plutôt? C'est quoi leurs besoins? S'ils veulent transitionner, si on veut se rendre à 60%, là, c'est quoi leurs besoins? Ben déjà, moi, je trouve ça étrange de fixer un objectif, de dire on va adopter une technologie qu'on ne sait même pas si ça va vraiment répondre aux besoins qu'on veut. Là. Moi, la première chose que je dis aux gens, c'est que présentement, les gens, je pense que, pour moi, le discours autour de l'IA, c'est que ça l'a ouvert ou ça se sensibilise les gens à dire hey, on peut-tu revoir comment on travaille, on peut-tu faire mieux? Maintenant, la réponse de comment qu'on fait mieux, pour moi, c'est très rarement la réponse, c'est de l'IA. Des fois, ça va l'être. Des fois, c'est juste on n'a pas repensé à notre processus, on fait des étapes inutiles. Il y a peut-être une charge administrative qui est trop lourde. On fonctionne papier-crayon, puis on a toujours fait comme ça, puis on n'a pas comme innové avec ça. Pour moi, l'IA est plus une manière d'ouvrir la discussion, de dire OK, on peut-tu faire mieux, on va le refaire, Ils veulent faire de l'IA, mais
pointes là en disant tu veux faire de l'IA, avant on va regarder ce que tu fais, puis on verra si tu as besoin de l'IA. Si tu as vraiment besoin de l'IA. Fait que, de discussion d'objectif de tout le monde doit utiliser l'IA, pour moi, ça me semble être un petit peu futile. Faut se rendre à 60%. Là. C'est ça, mais c'est un petit peu bizarre, à mon avis, comme objectif. Je comprends l'idée derrière, mais c'est un petit peu bizarre comme objectif. C'est un petit peu de voir des clous partout, là, finalement, puis de taper dans les murs un peu partout, puis d'essayer d'avoir un impact. Peut-être que pour moi, on passe peut-être un petit peu à côté de l'objectif. Là. Je pense pour moi, c'est plus une réflexion sur comment on fait le travail, comment on peut le voir. Puis oui, peut-être qu'on va utiliser l'IA dans tout ça. Puis ils ont besoin de quoi d'abord? S'ils n'ont pas besoin d'IA, ils ont besoin de quoi en ce moment? Juste des fois de réfléchir à leur processus de travail. Point. Des fois, il y a des gens qui m'expliquent, là, en me l'expliquant, ils sont comme « c'est vrai que ça, on pourrait ne pas le faire. » Ben oui. Ou des fois, c'est que souvent, les gens ne connaissent pas super bien la technologie au sens général, ne connaissent pas très bien les outils qu'ils utilisent. Puis là, ils ont une suite d'outils quelconques dans Microsoft, dans Google, dans n'importe quelle plateforme. Puis là, quand on dit, mais est-ce que vous savez que vous pouvez faire ça avec ça? Puis c'est comme, ça règle 80% de leurs problèmes. Il y a beaucoup des gens, ce qu'ils me disent qui sont leurs problèmes, c'est juste qu'ils ne savent pas bien utiliser leur outil. C'est un manque de compétences, de connaissances, de savoir, ils n'ont pas exploré. Plein de raisons qui peuvent amener à ça. Puis oui, on prenne beaucoup, vraiment, quand on parle d'IA, on associe beaucoup l'IA à l'IA générative. C'est une forme d'IA. Elle répond à des besoins, mais elle ne répond pas à tous les besoins. Puis présentement, je pense que notre problème un peu, c'est que tous les gens ont la perception que tu rentres ça, tu parles à ChatGPT, puis ça va régler tous tes problèmes. Mais non. Mais non. Je m'excuse de vous interrompre. Là, mais t'interromps pas, t'es là pour jaser aussi. Oui, c'est ça. En fait, je viens de me rendre compte qu'on avait commencé. Je pensais qu'on était encore en train de discuter entre nous, mais Non, on a commencé ça live. Là. Je suis un peu enrhumé, fait que je suis comme un peu dans mon nuage. On est trop plus tard, là, mais là, on se lance. C'est ça, exact. Okay, parfait, super. Mais est-ce que tu sais, une des forces avec l'IA générative, c'est que tu as ta petite interface qui apparaît. Salut Fred, salut David. Ouais. Puis là, il n'y a pas de friction d'apprentissage. Tu rentres ce que tu veux, puis ça sort quelque chose. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un peu de ça aussi dans ton expérience? C'est-à-dire que, tu sais, une nouvelle technologie, quand tu l'intègres là, quelque part, t'as une courbe d'apprentissage. Ça veut dire que le sentiment que tu vas perdre en efficacité et en efficience, au début, est plus long parce qu'il faut que tu apprennes à t'en servir, fait que tu te sens moins efficace. Ce sentiment-là, il est vraiment moins présent avec l'IA générative. Tu penses-tu que c'est ça un peu qui séduit les gens, tu sais? Au lieu d'apprendre à utiliser Excel comme il faut, je vais demander à Gemini ou à ChatGPT de le faire à ma place. C'est rapide, il n'y a pas de friction, ça y va d'un coup, c'est comme magique. Ça donne cette impression-là, en tout cas. Mais je pense que moi, il y a deux éléments de réponse que je vois à ça. Il y a premièrement, effectivement, au début, on a l'impression que c'est comme magique, ça va vite, puis tout va bien. Puis après ça, quand on réfléchit un peu, on est comme, finalement, j'ai pas sauvé de temps, j'ai pas fait ça rien plus vite. Ou... Après ça dépend c'est quoi ta métrique. Ça peut être sauver du temps ou ça peut être aussi d'améliorer la qualité d'un livrable, aller plus en profondeur. Fait que, il y a plusieurs manières d'évaluer ça, mais souvent, ce que moi, j'ai observé dans beaucoup de cas, c'est que il y a des fois, tu essaies des affaires et tu es comme, finalement, je ne gagne pas de temps. Là, pour avoir un vrai contrôle sur la qualité, il faut que je lise mon. Mettons, l'exemple que je donne souvent, c'est que si tu dois faire un résumé d'un rapport de 500 pages, si tu n'as pas lu le rapport de 500 pages, tu ne peux pas savoir que le résumé est de qualité ou non, puis si tu as dit de la bullshit ou non. Fait que si tu es prêt à lire le rapport de 500 pages pour faire un résumé, tu n'as pas vraiment sauvé de temps. Par contre, si, mettons, tu as déjà fait le résumé, puis là, tu veux juste aller plus loin, l'améliorer, le corriger, il y a des éléments que tu n'as pas oubliés. Là, c'est un outil intéressant, mais l'économie de temps n'est pas nécessairement importante. Elle est plus dans la qualité du livrable. Fait que c'est un petit peu ça qui joue. Fait que oui, c'est certain que présentement, les gens ont une grande confiance, peut-être trop de confiance, qui changer dépendant, on dirait, des courants, puis qu'est-ce qui est annoncé dans les médias, puis des exemples d'erreurs qui ont été faites. Fait que il y a comme une instabilité là-dessus, à mon avis, de la perception des gens. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a une barrière à l'entrée qui est beaucoup moins grande parce que tu parles en langage naturel. Tu ne fais pas des actions que tu dois te rappeler. C'est vraiment, tu parles comme tu es habitué de parler. Après ça, les gens sont pas toujours confiants de ce qu'ils peuvent demander. Puis il y en a qui ont moins l'approche de juste comme, je vais demander pour au pire, ça brise. Il y en a qui ont comme peur de briser la machine. Là, c'est typique là, comme comportement. Fait qu'ils n'ont comme pas le réflexe qu'il faut qu'ils apprennent à communiquer. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que c'est deux compétences qu'il faut qu'on évolue. La capacité de faire une communication qui est efficace. Puis là, ça veut dire poser des questions et des verbes d'action, là, pas genre « peux-tu me faire ça? » La réponse, c'est oui ou non, c'est pas de le faire. Fait il y a un peu de cette communication-là à faire, à aller chercher un peu, puis de comment bien communiquer avec ces outils-là. Puis le jugement de critique pour dire « c'est tout de la bullshit, qu'est-ce qu'on m'a présenté comme information, ou c'est bon ou non. » Puis ça, il y en a qui l'ont appris à travers leur carrière, d'autres moins. Je pense que les développeurs, le jugement critique, on l'apprend beaucoup parce qu'on était beaucoup confrontés à prendre des sources d'informations dans des forums, trouver qu'est-ce qui était bon là-dedans, prendre, copier-coller les codes, puis régler son problème avec ça. Fait que je pense qu'on l'a beaucoup développé. Du moins, moi, j'ai été exposé beaucoup plus à ça que d'autres professions qui sont peut-être moins exposées. Puis c'est là qu'il y a un petit peu
de travail à faire pour ce type d'outil-là, qui est l'autre type de compétence qui va venir après des fois 6 mois qui ont gossé un peu avec l'IA générative. Là, c'est comment, mais comment on fait en sorte qu'on est confiant de qu'est-ce qui sort de là? C'est un peu ce que j'observe. Oui, mais non, mais c'est super intéressant parce que, comme tu disais, c'est la culture de travail plus proche du code, si on veut, tu sais, une culture qui a l'habitude d'aller emprunter des morceaux de code, de faire du troubleshooting, de faire de la résolution de problèmes, finalement. Puis de briser la machine. Puis de briser la machine, ouais, c'est ça. Puis de pas avoir peur de briser la machine aussi, parce que ça fait partie de la game. Ça vous donnait comme un petit edge, un petit plus supplémentaire pour ce qui est de pas être trop intimidé par ça, ou en tout cas de l'utiliser correctement. Exact. Je pense que les gens aussi qui travaillent dans un processus scientifique aussi, là, d'exploration, d'itération, je pense qu'ils ont été... Du moins, c'est ce que j'ai beaucoup observé, les gens qui sont plus été confrontés, puis qui ont été plus les early adopters d'une certaine façon, là, que j'ai senti, du moins. Après ça, les professions plus libérales, traditionnelles, comptables, avocats, notaires, sont arrivés plus en retard. Puis je pense que c'était beaucoup plus ouais, mais moi, je veux pas une réponse à 80% bonne, je veux une réponse à 100% bonne. Puis là, c'est là que c'est plus compliqué, puis avec raison. Santé, même chose aussi. Là. On ne veut pas juste 80% de la réponse. Non, on veut quelque chose qui est proche. On veut s'en rapprocher, oui. On veut être le plus proche possible de 100% parce que l'erreur est soit trop coûteuse, elle représente la responsabilité, elle représente beaucoup d'impact qui vient avec la profession, qu'on est des professionnels. Puis après ça, tu as comme un middle ground des gens que c'est comme, on veut bien faire des choses, mais comme, à un moment donné, je veux sauver du temps et de l'argent aussi. Là, il y a un autre aspect que je trouvais, excuse-moi, je déborde peut-être un peu de la question, mais tu sais, quand on regarde comment les gens qui font du code travaillent, il faut que le sens qu'ils donnent à leurs énoncés ou à leur expression quand ils codent soit très, très clair. Il ne faut pas que ce soit trop divergent ou qu'il y ait trop d'interprétations possibles, sinon le code ne va pas fonctionner. C'est de la maintenir dans le temps, Ouais, mais avec le langage naturel, là, l'espèce de texture ouverte du langage, là, c'est-à-dire un mot peut pouvoir dire plein d'affaires différentes. Ça, est-ce que ça vous pose des problèmes quand... C'est des discussions. Moi, j'ai déjà eu des collègues, justement, là, en développement logiciel, que, bon, tu sais, l'évolution des langages informatiques, on a passé de très proche de la machine qu'on parle quasiment en 0 et en 1, qui est binaire. Après ça, on a monté à l'assembleur, où est-ce que là, tu as quelques petites opérations. Puis on a monté de plus en plus, on s'est rapproché du langage naturel. Puis il y a un courant de pensée qui est dit, un langage de programmation parfait, c'est un langage qui s'écrit comme il se parle et il se lit. Donc, tu peux le lire comme un texte, comme un livre, et non comme des opérations mathématiques ou des choses qui sont un petit peu abstraites à lire pour des gens qui ne sont pas des initiés. Tu sais, c'est comme le rêve ultime d'un langage de programmation. Puis les LLM nous donnent ça. Où est-ce que tu peux t'exprimer en langage naturel, écrire du code qui devient abstrait caché, puis quand tu veux poser des questions sur l'interaction, tu peux y parler en langage naturel. On est comme rendu à une autre potentielle couche d'abstraction. Ce que moi, j'aimais comme hypothèse, c'est que probablement que les langages de programmation qu'on a actuellement, qu'on utilise, sont optimisés pour un utilisateur machine ou un utilisateur humain d'une certaine façon, mais pas pour un IA. Est-ce qu'on va aller vers des langages qui vont être optimisés pour un IA, qui vont avoir des abstractions différentes, des manières de représenter des choses qui auront peut-être moins de sens pour nous, mais plus pour une machine, puis qui va faire en sorte que ce qu'on va lire, c'est un livre qui dit voici ce que le code il fait, mais tu ne vas jamais lire une ligne de code à proprement parler. Puis en arrière, on va espérer, là, dépendant d'à quel point la technologie va être fiable ou non, que ça s'est bien reproduit de cette façon-là dans un langage ou dans un code quelconque. Oui, ça se peut que ça s'améliore. Ça va ressembler à des Google Translate au début. C'est-à-dire que là, ça revient, puis des fois, c'est tout croche, mais Google Translate, maintenant, il est là. Fait que je parle en langage naturel. Si je suis très précis, il fait quelque chose, puis là, il m'explique dans son propre langage, dans mon langage naturel, maintenant, qu'est-ce qu'il pense qui est fait dans son code. C'est ça. Puis là, il va avoir une perte à la traduction. Oui. Un petit peu de perte, la plus petite possible. Ben, il va souvent, plus qu'on augmente dans les abstractions, on a perdu d'autres choses, effectivement. Il y a un avantage qui est de dire, ben oui, effectivement, c'est plus proche du langage naturel, mais à l'opposé, c'est aussi des fois plus long à exécuter. Fait que, quand on est rendu à quelque chose qu'on veut vraiment qu'il soit en microsecondes, ben, on n'est souvent pas dans certains types de langages, on est dans d'autres. Il y a comme une manière d'optimiser un petit peu les choses avec là. Il y a probablement des secteurs qui vont être très réfractaires, comme la défense, l'aérospatiale, qui vont peut-être pas être intéressés d'avoir ce genre de choses-là. Puis avec raison, la santé aussi, probablement, mais un site web, as-tu vraiment besoin que toutes les lignes de code soient vraiment super bien écrites, parfaites? Probablement pas. Parce que qu'est-ce qui est consommé, c'est vraiment l'interface visuelle. Après ça, il y a la sécurité et puis d'autres choses qui vont se lire en ligne de code. Fait que je pense qu'il y a des parties de la production de logiciels qui étaient faites, ben ça répond à un énorme besoin actuellement sur le marché. Puis ça a aussi dévalorisé aussi beaucoup la valeur monétaire qu'on est prêt à payer pour ça. Parce que j'ai vu des gens qui ont monté leur propre système de gestion avec un IA générative. Oui, on reviendra combien ça coûte faire tout ça. Tu parlais de frais, je reviendrai plus
Plus tard, je voyais que Baseline faisait aussi, pas juste des services aux entreprises, mais des services aux OBNL, par exemple. Je voyais, il y avait une question de nos auditeurs, il s'appelle Ricardo Di Scipio, qui s'intéressait justement à ce qu'il y a des besoins plus spécifiques, des défis plus spécifiques propres aux OBNL ou ce genre de... Oui, je vais le prendre, mettons, au sens plus général qu'on appelle l'économie sociale, là, qui sont finalement autant des OBNL, mais des entreprises, mettons, comme des coopératives, par exemple, ou des avocations un peu plus sociales, communautaux, par exemple, ou des choses comme ça. Les besoins sont souvent... Après, moi, je pense qu'en général, les besoins de la technologie, c'est un one size fits all. Donc, ça veut dire, si tu veux être dedans, tout va bien aller, tu n'auras pas de problème. Que tu sois une PME, que tu sois une entreprise OBNL ou n'importe quoi, ça va bien aller. Fait que, mettons, les suites bureautiques, c'est un one size fits all. En général, ça répond à la plupart des besoins, puis c'est pas trop un problème. Par contre, là, tu vas embarquer, mettons, dans OK, ben là, moi, je veux avoir un logiciel qui va m'aider à suivre les gens qui me font des dons. Puis là, je vais avoir. Mais pour moi, c'est pas des donateurs, c'est un autre terme. Puis j'ai une relation différente avec eux. Puis je veux aussi. Puis là, c'est là quand tu commences à avoir des besoins plus spécifiques que peut-être la technologie va avoir des barrières ou ça va être plus compliqué. Puis là, on va dire, là, il va falloir être intensivement custom. Puis là, ça veut dire plus dispendieux. L'IA générative, pour moi, va aider une partie des organisations peut-être à s'aider, à se patenter des choses. Les agents qu'on entend beaucoup parler, va peut-être les aider à faire quelque chose pour que ce soit leur édition de compte, la communication avec leurs membres, communication avec leur vocation, leur mission, etc., qui peuvent répondre à un besoin qui n'est pas purement économique. Donc, les métriques qu'on va vouloir suivre ne sont pas purement économiques, mais plutôt d'impact, souvent qu'on va avoir. Ouais. C'est là qu'il peut y avoir un petit peu un gap. Mais en tant que tel, c'est souvent... Ça se ramène souvent à des choses similaires. C'est vraiment une question de langage et de vocabulaire que tu parles avec ces gens-là aussi, qui va être différente. Quand je vais parler à un OBNL qui vient en aide à des gens pour, mettons, une banque alimentaire, c'est pas des clients pour eux autres. Là. Tu n'arrives pas avec le terme client, puis de ROI, c'est souvent moins ce qui va les intéresser. C'est plus comment je peux donner plus de repas à des gens. Puis là, ça va donner les bonnes choses pour eux. Fait que c'est souvent un peu plus au niveau de ça. Ils souhaitent la même efficacité, mais pas pour faire les mêmes choses. Exactement. Ultimement, c'est quoi la finalité de qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là qui est différente, là. Tantôt, tu parlais des coûts d'intégration de l'IA en entreprise ou dans ce genre d'OBNL. Parlons des dépenses. J'ai un extrait pour toi lors de ton dernier passage de notre micro. C'était le 4 avril 2024. Pour 1000 jetons, un jeton, c'est en règle du pouce, c'est à peu près un mot. Si, mettons, mais J''M, ça va être 2 jetons, mettons. OK. Grosso modo. Donc, pour 1000 jetons, c'est 0,002 cents, une affaire de même, là. Quelque chose comme ça. Fait que tu comprends que c'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est autant quand tu envoies du texte que lui génère du texte, là, fait que ça compte des deux barres. Fait que, monter un modèle, par exemple, comme ça, celui que je donnais libraire, je ne me rappelle pas exactement des détails, mais on parle en termes de dizaines de dollars par mois. Là, présentement, il est utilisé. Puis, la dernière fois que j'ai eu une facture, je pense que c'était 15$ pour un mois. Là. Les prix vont probablement être amenés à augmenter. Les prix ont effectivement augmenté! Ça coûte combien? Maintenant, c'est que ce que j'entends, c'est que ça commence à coûter cher. Oui, il y a 2 unités de mesure. Il y a effectivement les jetons, qui est l'unité de mesure un peu magique qu'on a commencé à utiliser pour mesurer ça, qui est difficile qui manque un peu de transparence souvent. Et c'est que ces prix du par jeton-là, finalement, ont quand même été amenés à augmenter, en fait, parce que là, on a rajouté des capacités de raisonnement qu'on appelle, qui sont la capacité des modèles à, d'une certaine façon, à se parler à soi-même, d'être capable de faire des tâches plus complexes, puis d'aller faire des choses qui démontrent les meilleures performances. Puis, on a aussi rajouté maintenant le concept d'agentique, où est-ce que là, tu peux avoir un modèle qui peut se parler longtemps avant de te donner une réponse. C'est qui paye pour cette parlotte-là? Là? C'est ça. On paye le prix pour ça. Fait que, oui, on observe quand même des meilleures performances sur des tâches plus complexes, sur beaucoup de choses. Mais les gens vont souvent demander comme c'est quoi le meilleur modèle? Puis on dirait que c'est la seule métrique, mais en fait, c'est quoi le meilleur modèle pour la tâche que tu fais? Il y a des modèles que tu n'as pas besoin de quelque chose du dernier modèle, le plus dernier cri pour être capable de faire. Donc, ça coûte effectivement plus cher. Il faut s'attendre à une facture plus salée pour les tâches plus complexes. Mais il y a beaucoup d'autres choses où est-ce qu'on n'a pas nécessairement besoin de quelque chose aussi puissant. Puis souvent, les gens, ce qu'ils me disent qu'ils veulent faire, c'est comme, tu sais, tu peux te faire un logiciel pour ça ou tu peux juste te faire une automatisation puis tu n'as pas besoin d'une IA qui fait ça. Tu peux prendre l'IA pour t'aider à faire ça. Puis après ça, l'automatisme, mais c'est du logiciel, ce que tu m'expliques. Il y a encore des enjeux à bien choisir les cas. C'est sûr qu'il y a des tâches plus complexes, mettons, analyse de plan, analyse de devis ou des choses comme ça que là, on a besoin de qu'est-ce qui est le plus puissant encore comme machine. Mais mettons, l'exemple que je donnais, Librairie Martin, c'est encore à peu près le même prix que ça coûte. Là. Pas beaucoup plus cher maintenant, répondre à peu près la même chose.
parce que la tâche qu'on fait nous permet de choisir des modèles qui ne sont pas nécessairement le meilleur parce que la tâche qu'on fait, on n'a pas besoin de ça. Mais il y a d'autres tâches que là, on a besoin effectivement de Mythos ou Fable qui coûtent vraiment cher à faire fonctionner. C'est ça que je me disais. Si Parce que, j'utilise, vas-y, Fred. si j'utilise l'Opus 4.8 pour Ouais. synthétiser mes courriels, c'est pas une bonne C'est pas la bonne utilisation. Là. Tu peux prendre un genre IQ. Mais souvent, en 4.5, entreprise, ils là. ne disent pas ça. Je Non. regardais la plupart des gens, ce qu'ils font là, en ce moment, là, c'est. Je voyais ça, là, ils brûlaient, il y avait des budgets complets IA qui Ouais. brûlaient en quelques mois parce que les gens, ils faisaient des résumés de rapports puis transféraient Ouais. ça en slide. Là. Mais ils prenaient le top du modèle pour Ouais. faire ce genre de tâches-là, puis le multiplier, ben, c'est le budget IA en token, en jetons. Là, Ouais, j'ai entendu qui des part. entreprises là, qui m'ont parlé qu'eux ont ouvert un peu un buffet ouvert. Ils ont voulu avoir une stratégie d'adoption d'innovation par l'IA générative. Fait qu'ils ont fait, on veut mettre en place de nouveaux processus, puis là, on va faire plein d'affaires, puis go, on ouvre les vannes, puis go, trouver des projets, puis après ça, on va un peu cherry pick, puis on va comme restructurer ça, mais on va partir. Premier bill, 200 000. Oui, c'est ça. Un mois. C'est pas toute l'équipe qui va être encore là-dessus. Ils s'attendaient à monter à 300 000 le mois suivant. Fait que là, il faut que tu aies un bon budget. Il faut que tu sois prêt à C'est quoi, payer c'est une facture. Uber que j'avais pris en note. Uber qui a brûlé 4 mois. son budget IA en 4 mois. Un autre, ça a coûté aussi 1,5 milliard, 500 000 en un mois. Mais ça finit-tu par Ouais, être mais rentable à un moment donné? Ou y a-tu Ben, il y a des bénéfices? gens qui ont commencé à sortir effectivement qu'il y a des cas où est-ce que. Puis c'est là que je ramène, mettons, mon exemple de. S'il faut que tu lises un rapport de 500 pages pour réussir à critiquer un résumé, c'est pas un bon cas. Genre, les gens, présentement, c'est que je pense qu'ils se pitchent un peu partout. Ils entendent que toute l'IA peut les aider à tout faire. Fait qu'ils cherchent, ils vont partout. Ils sont pas super structurés dans leur démarche. Ils savent pas vraiment qu'est-ce que c'est le bon gain. Bref, ils essayent, ils focalent un peu avec tout ça. Puis là, finalement, il y avait ouais, mais ça coûte cher. Ouais, mais t'as peut-être pas pris les meilleurs cas à te concentrer. Puis pour moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une étape d'exploration. Puis là, on regarde qu'est-ce qui est possible. De dire, OK, moi, ça, c'est pas bon. Ça, effectivement, l'IA nous aidera pas à faire ça. Ça, on oublie ça. Ça coûte trop cher, ça vaut pas la peine. Puis après ça, on focus sur des trucs qui pourraient être ou sans être avec de l'IA. Puis il y a peut-être des conclusions ailleurs qu'on va dire, ouais, ce processus-là, ça vaut pas la peine. On n'ira pas chercher la Ouais, valeur ça, qu'on ce veut. processus-là, là, ça coûte tant par mois, puis avec tant par mois, si ça coûte juste tant par mois, ben on peut mettre ce processus-là, gérable. intégrer de l'IA là-dedans. Alors que l'autre processus, ben, si on rentre de l'IA là-dedans, on va péter notre budget, puis C'est ça. en 4 mois, ça ne marchera pas. Là. C'est ça. Puis après ça, quand tu écris du code, effectivement, là, ça monte vite. Là. Quand tu écris du code, puis de la documentation, des choses comme ça, là, tu vas écrire des mots. Fait que c'est là que tu bosses tes budgets. là. Effectivement, rapidement. Fred, j'ai un extrait pour toi aussi. Moi, je pense que compte tenu, tu sais, il y a quand même un calcul à faire. Là. Je veux dire, je pense qu'on peut être un peu plus libéral avec la gestion des données compte tenu des bénéfices qu'on peut retirer de ces technologies-là, puis de l'analyse ou des données massives, en tout cas au moins. Là. Tu sais, les bénéfices peuvent tellement être énormes que je pense qu'on est dû pour avoir une discussion à savoir est-ce qu'on se permet d'être plus ouvert par rapport à l'échange de données ou pas, compte tenu du fait que ça a des gains importants. Tu y crois-tu encore à ces bénéfices-là? Là? Oui, je pense que oui. Je pense qu'on peut encore trouver une forme d'équilibre, si on veut, dans l'accès aux données puis le développement de technologies qui peuvent nous être utiles, notamment dans le cas de la santé, par exemple. Le problème, pour moi, il ne se situe pas là. Le problème se trouve plus au niveau de l'industrie de l'IA générative. Puis j'ai bien dit industrie de l'intelligence artificielle, secteur intelligence artificielle générative en particulier, là, qui commercialise l'intelligence. Moi, c'est plus là que que je commence à avoir des grosses réserves. Pas parce que je pense que l'intelligence artificielle, c'est un champ qui devrait disparaître, pas du tout, au contraire, là, je trouve que ça fait même des choses plutôt étonnantes, mais c'est la façon c'est le modèle d'affaires puis la philosophie du modèle d'affaires en arrière de ça, moi, qui m'inquiète. C'est on va extraire de l'intelligence, puis on va la modéliser dans le but de faire des prédictions, puis dans le but de simuler des expertises qu'ensuite on va distribuer à travers une infrastructure absolument pharaonique, phénoménale, là, qu'on va pouvoir distribuer puis vendre à l'échelle, par abonnement ou à l'usage dans plein d'organisations, alors que c'est l'intelligence collective qui a été produite, puis captée, puis commercialisée par cette industrie-là, qui maintenant sont un des principaux moteurs du produit intérieur brut, notamment aux États-Unis, alors qu'on ne voit pas encore les gains là, économiques. Il n'y a pas de gains de productivité encore. On ne les mesure pas encore, ils ne sont pas là. Je veux dire, c'est sûr, quand tu as une industrie qui dépense quelque chose comme
700 milliards de dollars en un an sur des centres de serveurs, ben, tu t'attends à ce que on produise au moins 700 milliards et une scène à un moment donné, mais là, on l'a pas vu ça encore. Tu sais. Fait que, moi, c'est plus ça, c'est la Oui. commercialisation de l'intelligence moi, qui me pose un problème puis qui me fait réagir parce que ça vient de, tu sais, je veux dire, la ressource, la principale ressource, c'est les savoirs, les données qu'on a produits nous-mêmes. On n'en voit pas les bénéfices encore, au contraire, en fait. David, tu y crois-tu? Y en a-tu des gains là, sur le terrain? Là, on parle de la grosse business, l'industrie en général, mais sur le terrain, y en a-tu des... Mais là, c'est ça que tu diras pas. Il n'y en a pas, là. Ben, mais... Je dirais pour 3 cas que j'entends, il y en a un pour moi, je pense, qui est bon. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, mettons, 70 à 75% des cas pour moi qu'on me présente, qu'on me dit « Ah, je veux-tu l'IA pour faire ça? » Il n'y a pas vraiment de réel bénéfice, mettons. Ou j'ai de la misère à avoir un réel bénéfice, mettons. Il y en a beaucoup, du moins avec l'IA générative, que le bénéfice pour moi, il va être ailleurs, il peut se matérialiser ailleurs. Après ça, je pense que des organisations, qu'il y a plusieurs formes aussi de ce bénéfice-là. Tu sais, oui, je génère plus d'argent, mettons, je sauve des coûts. Après ça, pour moi, il y a, mettons, est-ce qu'on peut apporter, puis là, ça, c'est la promesse de la technologie en général, moins de travail, donc avoir des semaines de travail de 4 jours au lieu de 5 jours, mais d'avoir les mêmes conditions salariales, les mêmes conditions, etc. Ça, c'est la promesse de la technologie depuis des années, mais j'ai pas vu la matérialisation de ça dans beaucoup de gens. Mais ça reste une promesse qu'on nous fait, puis il y a peut-être des organisations qui vont choisir de le mettre en action. Ça, pour moi, c'est une question de propre à chaque organisation, mais il y a effectivement quand même beaucoup d'idées. Je ramène encore une fois mon exemple du résumé avec le rapport. Pour moi, c'est l'exemple que je donne souvent. Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de bénéfice réel si c'est purement de dire « je n'ai plus besoin d'écrire le résumé » parce que tu n'es pas capable de vetter qu'est-ce qui est dit là-dedans est bon. Maintenant, tu peux faire de manière confiance aveuglément à la solution, puis oui, juste renvoyer un résumé, puis il arrivera ce qui arrivera, mais là, pour moi, c'est plus un côté professionnaliste l'enjeu qu'autre chose. Après ça, si c'est juste pour dire ben, je suis capable d'aller plus loin dans mon résumé, ben c'était-tu nécessaire? 1, à la première place, puis 2, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Est-ce que ça me permet de différencier? Mais là, c'est pas tant un bénéfice c'est un bénéfice qui est difficile à rendre tangible, mettons, là, puis à avoir un impact, là, à mesurer. C'est un peu tout ça, je pense, qui est difficile aujourd'hui. Puis je pense que l'IA générative a complètement shadowé toutes les autres méthodes. Oui, clairement. Ça, je suis vraiment d'accord avec ça. J'appelle ça maintenant l'IA classique. Là, oui, quasiment. Là, mais tu sais, mettons une entreprise qui travaille dans le bois, mettons une cour à bois, là, qui font des planches, faire comme ça. Ils veulent utiliser un modèle d'IA pour optimiser la machine qui coupe les planches pour gagner quelques millimètres ou quelques fractions de millimètres par planche. Ça, c'est une utilisation qui peut être super, là, parce que là, les planches deviennent plus droites, plus justes, tu peux en faire plus à l'échelle, tu peux, bon, tu sais, mettons que tu veux après ça utiliser un modèle d'IA pour gérer l'inventaire dans ta cour à bois, là. Ben là, ça va provoquer plein de modifications du travail humain, parce que les planches vont peut-être se retrouver pas toutes dans les mêmes stocks, là, tu sais, ils vont peut-être être mélangées partout dans le terrain, parce que c'est une machine qui sait où se trouve chacune des unités, fait qu'ils peuvent les gérer mieux, mais ça implique un plus grand mélange. Tu sais, tu peux penser à des utilisations de l'IA d'intelligence artificielle qui sont sur des enjeux ou des problèmes qui sont industriels. Ça, c'est bien correct, il n'y a pas de problème. Même l'IA générative sur des enjeux de gestion de connaissances ou pour aider certains experts ou certaines expertes à faire leur job, parce qu'on n'a pas tout à l'esprit tout le temps. Là. Une mémoire paramétrique comme une IA générative, ça aide. Des fois, tu sais déjà un peu ce que tu veux puis tu connais déjà le résultat attendu. Ben là, ils peuvent soudainement générer des idées auxquelles tu n'avais pas pensé, puis ça peut être intéressant. Puis dans ce contexte-là, ben là, c'est des systèmes qui sont plus utiles à ceux qui en ont le moins besoin d'une certaine façon, parce que ils ont déjà l'expertise, ils ont déjà la maîtrise, ils ont déjà les compétences, puis ils ont déjà une idée de ce qui est attendu, ils sont déjà capables de mesurer le produit. Là, ça me va. Mais dans le cas de l'IA générative, puis de cette industrie-là spécifiquement, sur les grands modèles de langage, là, les modèles frontières ou les modèles SOTA, là, les state of the art, là, on n'est pas là. C'est une approche qui est extractive. Comme je le disais, ce qu'on vend, c'est ce qu'on prétend pouvoir vendre, c'est de l'intelligence et de l'expertise. On n'est pas dans c'est pas sain, en tout cas dans ma perspective. Là. C'est pas comme soudainement utiliser un modèle d'IA pour être capable d'optimiser la façon dont les lits vont être répartis dans un hôpital, dans un centre hospitalier. Tu sais. C'est pas, ça sert ni des intérêts scientifiques, ni des intérêts sociaux, si on veut. Là, ça sert un intérêt je vais te vendre de l'intelligence
à l'usage. Hein, l'intelligence devient pour ces entreprises-là, l'intelligence, c'est comme du gaz, hein, c'est comme de l'électricité. On va te vendre ça à l'abonnement ou à l'usage par mois. Le compteur va tourner, puis ça va te donner accès à plein d'expertise. Mais il y a quelqu'un qui possède ça en arrière, c'est pas nous autres, alors que c'est quelque chose qui est fait à partir de la ressource qu'on produit naturellement. Moi, mon problème, il se situe vraiment là. Ce que ça implique aussi, ça implique que ceux qui ont accès à du compute vont avoir accès à plus d'expertise. Puis ça, moi, c'est un problème. Tu sais, je pense pas que Dario Amodei fonctionne avec la version de base de Claude là, quand il a besoin de travailler. Non. Je pense pas. Il a accès à du compute probablement infini là, quand il veut utiliser ces outils-là. Là. Lui et son équipe, je pense que ce qu'on risque de voir dans un avenir plus ou moins lointain, un peu dystopique, c'est ça. Les gens qui ont assez de ressources pour avoir accès au compute vont avoir accès à plus d'expertise puis plus d'intelligence, si on veut. Ceux qui ont moins accès au compute vont avoir accès à ChatGPT avec de la pub. Je veux dire, ce qui pourrait renforcer des inégalités là, sur les marchés. Là. Oui, exact, c'est ça. Sur le marché du travail, sur n'importe quoi. Ouais. C'est ça. Mais sinon, moi, je trouve ça extraordinaire. Ce que je peux faire avec ça, c'est super le fun. C'est juste que sur le marché de la commercialisation d'intelligence, ça, j'ai pas mal plus de, un peu plus de réactions. Ouais, c'est ça, exact. Oui, la commercialisation, on en a parlé au dernier épisode de l'intelligence humaine, puis notre place, puis pourquoi on n'aurait pas une petite cote là-dessus? C'est notre intelligence qu'on nous revend comme ça en petits sachets. Justement, on va élargir un petit peu la réflexion. On est parti du terrain. Écoute, j'ai bien aimé tes exemples de planches de bois. Ça c'était très terrain. Il n'y a pas de plus concret qu'une planche de bois dans une cour à bois. Mais on va élargir un peu. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a des bénéfices. Tu les vois à l'échelle du terrain. Donc, il n'y a pas des bénéfices partout, mais il y a quand même des petits bénéfices. Si on essaie d'appliquer ça aux grandes institutions publiques maintenant. Donc, ça marche à petite échelle. On va essayer de voir à grande échelle. Donc, intégrer l'IA avec l'arrivée là, des grands chantiers numériques, là, ça s'en vient. Là. On va passer à l'IA. Ils vont essayer d'intégrer l'IA dans l'appareil public, puis dans les institutions publiques, puis on va nous promettre de vrais gains. Tu crois-tu à ces vrais gains-là là, à grande échelle comme ça? Là? Il y a des ministères ou des équipes que je pense qui ont du potentiel ou qui ont du moins déjà amorcé cette adoption-là de l'IA. Là. Il y avait des projets qui étaient quand même publics. Je remonte quand même il y a comme 5-6 ans. Mettons, la RAMQ avait présenté un projet intéressant qui cherchait à déceler des incongrualités, disons, dans la tarification associée à des honoraires de médecins. Mettons, genre des comportements qui pourraient s'apparenter à une mauvaise utilisation d'un acte de pratique, mettons. Donc, dans l'optique de pouvoir déceler de la fraude, pour le nommer le nom que c'est. C'était des méthodes très intéressantes qu'ils avaient utilisées. Ça va donner des bons résultats. Fait qu'il y a une efficacité que je pense qui peut être intéressante avec ça. Puis, tu n'as pas besoin d'un IA générative de malade pour faire ça. La complexité restait quand même que pour pouvoir dire qu'une rémunération de médecin avait été pas selon les règles de l'art de comment ça devait être fait, ça prend un autre médecin qui ouvrait le dossier. Fait que test what you can do. Mettons, mais on peut au moins dire, si j'ai 4 personnes enquêteurs puis que je peux faire 20 dossiers par personne, je vais prendre les 80 dossiers que j'ai le plus de chances que ce soit vraiment une faute. Fait que c'est un petit peu la dynamique intérieure. Fait que pour moi, ça rendrait ça intéressant. Maintenant, là, présentement, tout le monde, c'est comme l'IA générative. Là, pour moi, il y a des places qu'on peut faire des gains. Là, juste que ce serait, mettons, là, de tout ce qui est une demande d'information. Mettons, je suis une personne, j'ai écrit un courriel à un organisme quelconque. Dans la majorité des cas, les systèmes, comment ils sont faits pour répondre à ces demandes-là, c'est que tu as une grosse base de connaissances, puis tu as quelqu'un qui est certifié là-dedans, puis c'était souvent basé par des mots-clés, puis il fallait que tu aies une très bonne compréhension quand même de ça pour réussir à sortir de l'information qui est pertinente, puis souvent, tu as besoin d'aller vers un deuxième niveau d'expertise, puis un troisième. Ça a été pas mal dans les premiers systèmes qui essayent de faire de quoi, ça marche pas toujours, c'est pas toujours un succès, où est-ce que là, tu peux prendre l'IA générative pour parler en langage naturel le problème puis essayer de trouver plus facilement l'information. Pour moi, il y a du potentiel à l'échelle qui peut le faire, qui pourrait être aussi bien avec la RAMQ de l'information ou n'importe quoi, là, ta régime de retraite, etc. Il y a comme plein des places que là, il pourrait peut-être avoir des gains. Maintenant, combien que ça va nous coûter développer ça, je ne sais pas. On peut voir avec SAQ-Clic que ça peut coûter cher des systèmes qui... C'est là où je m'en allais. Là. Puis, tu sais, en fait, pour moi, est-ce que ça ramène... C'est qu'on voit les exemples, quand on parle de gains et de productivité, on nous donne tout le temps des petits exemples comme ça. Mais ces exemples-là,
faut quand même l'instituer dans un grand système. Là. Puis on voit que quand on arrive pour faire de plus grands chantiers informatiques que juste une intervention comme ça. Je pense qu'en fait, la faiblesse qu'on a présentement, c'est qu'on n'a pas on n'a peut-être pas. Je pense pas que nos ministères, nos gouvernements sont outillés pour pouvoir être l'autre bord de la table dans des discussions comme ça contre des grandes firmes de consultation. Et ça, c'est dans tous les domaines que j'entends ça. Tous les domaines. Construction, n'importe quoi. Pour moi, je pense que présentement, le système est difficile à contrôler, la complexité est importante, puis je pense qu'il y a des morceaux qu'on a perdu de contrôle un peu. Là, c'est mon opinion personnelle. Parce que même quand ils consultent, c'est ce que je vois aussi dans pas juste les chantiers informatiques, mais les grands chantiers en général, les chantiers de construction, c'est la même chose. Ce qu'on voit, c'est que même quand ils sont préparés, même quand ils consultent, écoute, la statistique que j'avais citée en conférence, c'est les travaux de Bent Fliebjörg de Oxford qui disait qu'un projet informatique sur 5 dépassera son budget de 450 %. Donc, 1 sur 5, puis le 1 sur 5 qui dépasse de 450 %, c'est pas un budget mal préparé, c'est pas un budget de personnes non expertes, c'est pas un budget où ils n'ont pas pris les ressources puis le temps nécessaire pour aller chercher des ressources externes pour se faire conseiller. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose à quelque part qui ne fonctionne pas. Là. Fait que quand ils vont rentrer l'IA, ils vont nous dire regarde, on va pouvoir aller sauver. Il y a de la fraude, là. On a quelques petites fraudes ici. Là. On va pouvoir les détecter. On va économiser de temps. Mais sur l'ensemble, ça risque de coûter tout qu'un bras là, d'instituer ça. Très probablement. Fred, tu y crois-tu à ces gains-là? De façon générale, là, dans l'appareil public. Ça s'en vient, là, Carney, c'est sa prochaine promesse. Ben, tu sais, tantôt, David parlait des métriques, là. Tu sais, quand on veut évaluer les gains, le gain, il représente pas tout le temps un montant d'argent quantifiable. Ça peut être une autre métrique, tu sais, par exemple, comme la qualité des services. Tu sais. La façon dont les citoyens et les citoyennes se sentent servis par l'État, par exemple, ou représentés par l'État, ou l'accès à l'information, la découvrabilité des informations. Dans le cas de la fonction publique ou dans le cas de l'administration publique, c'est des métriques qui pourraient représenter un gain qui vaut peut-être le coût, si on veut. Tu sais. Ouais. Ou, par exemple, pour aussi être capable de, tu sais, il y a quand même une obligation de service là, dans beaucoup de cas, dans la fonction publique, il y a une obligation de service et le service doit être rendu. Ben là, si on fait face à une pénurie de main-d'œuvre, il y a une des façons de répondre à ça puis de livrer le service, c'est peut-être en passant par ces technologies-là. Tu sais, il y a peut-être un équilibrage là, à trouver là-dedans. Puis dire, ben, le coût peut en valoir la chandelle, là, si on veut. Là. Peut-être qu'il y a un gain à aller chercher qui n'est pas tout le temps un gain qui se mesure en argent. D'ailleurs, sur la façon dont on évalue, par exemple, le succès d'un projet de transformation numérique qui implique ou pas de l'intelligence artificielle, là, généralement, souvent, là, le chiffre qu'on entend, c'est 70% des projets de transformation numérique vont être en échec ou en tout cas vont pas atteindre leurs objectifs. Quand on dit ça, on dit pas que ça marche pas. Souvent, ce qu'on dit, en fait, c'est que ça marche, mais ça conduit pas nécessairement à plus d'efficience. Ça conduit pas à faire un gain nécessairement de productivité, mais ça peut, en fait, le gain de productivité est là, mais ça veut pas dire que ça va se traduire en plus de profit, par exemple. Ça veut dire que tu as plus de capacité, tu peux traiter plus de demandes, mais traiter plus de demandes, ça implique d'avoir à gérer toute la complexité que le traitement demande en plus. Fait que souvent, ça peut être des projets qui arrivent break-even ou qui vont être plus longs à amortir. Parce que, tu sais, je disais une autre statistique complètement épeurante, là, je pense que c'est 1 projet sur 6 de transformation numérique a des développements de coûts de plus de 200%. Mais sauf que quand ils regardent la distribution des échecs, c'est un peu c'est un queue de castor, là, si on veut. C'est-à-dire que les gros projets super compliqués dépassent fréquemment les coûts, mais tellement que ça affecte la moyenne, si on veut. Mais ça ne veut pas dire que les plus petits projets amènent pas de gain. Fait que, tu sais, c'est la façon de réfléchir à ça. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de voir où sont les dépendances par rapport à ça dans le cas de la fonction publique. Tu sais. Si la fonction publique veut utiliser un système d'intelligence artificielle qui appartient à une grande compagnie américaine dans le contexte où on est là, qui sont prêts à donner des contrats de plusieurs millions de dollars pour que des centres de données soient opérés par Amazon dans le contexte où on se trouve dans le moment, puis que c'est pas transparent, puis que c'est pas discuté, puis etc., etc. C'est là que ça commence à me poser un problème, mais ça, c'est plus dans des enjeux de gouvernance.
puis de régulation, si on veut, plutôt que dans les choix qui sont là. Dans le cas des transformations numériques qui affectent l'ensemble du monde, là, c'est-à-dire donc la société civile, par exemple, souvent on est comme pris un peu on est comme à la fin de la discussion. T'sais. Là, il y a des décideurs, des décideuses qui veulent quelque chose, puis là, sur leur radar, il y a plein de gadgets. Puis là, ils parlent aux gens qui vendent ces gadgets-là, puis là, ils disent, ah, tiens, on va acheter ou on va louer cette nouvelle technologie-là. Puis là, il y a de l'argent qui est mis de côté pour faire ça. Puis là, il y a un projet qui s'enclenche. Puis après ça, une fois que c'est enclenché, ce qu'on se fait dire, c'est maintenant, vous allez l'adopter. Puis je pense que ça, c'est un des problèmes. T'sais. Maintenant, vous allez l'adopter. L'enjeu, c'est pas de savoir si vous le voulez ou pas, ce que vous en pensez ou ce que vous en pensez pas. Vous allez l'adopter. La question qu'il faut se poser, en fait, c'est à quelle vitesse on va l'adopter. Ouais, c'est pas oui ou non, c'est à quelle vitesse. Là. C'est clairement oui, puis à quelle vitesse. Là. Fait que, dans le cas des technologies de l'information, c'est sûr que c'est super utile, puis c'est certain, je pense que c'est démontré là, quotidiennement de la minute qu'on prend son téléphone cellulaire, qu'on aime ça, hein. C'est correct. Puis aimer ça peut être une raison suffisante, sur le plan démocratique, là, sans donner de leçons à personne. Je veux dire, le fait que t'aimes ça, puis peut-être que ça justifie ton choix. Sauf que quand on est rendu là sur une technologie comme l'intelligence artificielle, surtout de l'intelligence artificielle générative qu'on prétend qui pourrait devenir de l'intelligence artificielle générale qui va changer le monde, là, tu es dans l'ordre de la révolution technologique. Si c'est le cas, de faire du reste du monde l'espèce de gang de tweets qui sont là juste pour l'adopter, c'est plus vraiment une révolution, là. C'est un projet de société qui est imposé puis qui est géré par des gens avec qui on discute pas puis on parle pas. Moi, c'est plus ça. Mais est-ce que ça peut amener, c'est ça qui m'intéresse, mais est-ce que ça peut amener des gains collectifs? C'est évident que oui, là. C'est sûr que oui, il n'y a pas de souci, tu sais. Mais, puis, tu sais, moi, des gains collectifs, puis qui va faire ces... Qui va se ramasser les gains collectifs? Qui va, c'est ça, comment ça va être distribué, tu sais, qu'il y a une partie de ces gains-là qui vont dans les entreprises, c'est un peu évident, là, il n'y a pas de problème avec ça, là. C'est qu'il y a de l'entrepreneuriat là-dessus, il n'y a pas de problème avec ça, mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une concentration des moyens et des ressources dans les mains de quelques personnes. Ça, à mon avis, c'est problématique, puis ça va freiner l'innovation, je pense aussi. Mais tu sais, hier, j'étais à la FACT, à la Fairness, Accountability and Transparency, la conférence de l'ACM qui avait lieu à Montréal, en fait, qui a lieu à Montréal en fin de semaine. Puis, il y avait tout un axe de recherche où les gens présentaient des articles puis des recherches qu'ils ont faites sur la régulation et la gouvernance, surtout aux États-Unis puis en Europe. C'était super intéressant, mais c'était vraiment, vraiment fascinant. Mais ce qui ressort de là, c'est il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de sous qui sont donnés, par exemple, à informer le public de c'est quoi ces technologies-là, c'est quoi le modèle d'affaires, où est-ce qu'on s'en va avec ça, c'est quoi le projet de société, c'est quoi la place qu'on veut donner. Puis il n'y a pas beaucoup de sous et de possibilités qui sont offertes aussi à ceux qui font de la recherche indépendante pour évaluer si ces systèmes-là sont oui ou non utiles, s'ils ont vraiment des gains ou pas. Ça, c'est un peu agaçant aussi, puis c'est ça, voilà. Oui, t'étais. Mais c'est ça que je m'étais intéressé, moi, dans ma thèse à la fin. Justement, là, moi, j'avais trouvé une bonne idée. On va essayer d'expliquer des contrats d'assurance à un nouveau client. Puis j'étais dans ma tour de scientifique. C'est donc bien cool. On va résoudre tous les problèmes. On va résoudre tous les problèmes. Puis après ça, la fin, mon dernier chapitre, moi, je l'ai mis dans les mains des gens. J'ai demandé à 154 personnes, t'aimes-tu ça? Puis tu veux-tu utiliser ça pour vrai? Puis la réponse, t'avais des non. Très catégorique pour certains types. Puis tu avais quand même des gens qui étaient comme, je serais prêt à aller vers ça, pour ça. Mais ça, je veux rien savoir. Puis les enjeux. Puis après ça, les gens avaient des boîtes. Puis c'est quoi les enjeux qui vont. Ma protection des données. Comment je sais que le produit qui m'est recommandé, c'est vraiment le meilleur produit pour moi. Puis c'est pas juste qu'on essaie de me coucher dans la gorge d'un autre produit. Fait il y avait tout ça qui avait ressorti, que pour moi, était très intéressant. Puis que pour moi, c'était important d'aller jusque-là, de dire, c'est pas juste un trip techno. Il y a vraiment des gens qui voient une valeur à qu'est-ce que j'ai pensé comme idée. Puis voici. Guideline à toi, personne qui voudrait le développer, c'est quoi les bons points à garder en tête, puis où est-ce qu'ils sont. Puis je terminais ma conclusion en disant, c'est qui le bon custodian d'une solution comme ça? Puis ma réponse, c'est l'Autorité des marchés financiers, c'est le seul qui n'a pas intérêt à te vendre dans le gorge un produit. Mais là, il faut qu'il explique bien tous les produits des différents assureurs. Fait que là, c'était là la complexité aussi de dire, il y a une partie, il y a presque toute l'information, mais il n'y a pas tout, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Bref. Mais j'aime ta démarche, puis je trouve qu'avec l'IA, les produits IA en général, on ne fait pas cette démarche-là. C'est-à-dire que, tu sais, on ne consulte pas, voici ce que ça fait,
tes experts métiers, c'est T'en les plus as-tu importants, besoin? là. T'en veux-tu? C'est essentiel à leur parler. Là. Oui, c'est ça. Ben, mais de façon générale, c'est pas exactement ce qu'on voit. Là. On nous arrive avec un produit, puis c'est ça. Il y en a, 60% des gens doivent l'adopter. puis ils doivent l'adopter, puis vite. Puis c'est un oui. C'est pas oui ou non, c'est un oui. À quelle vitesse tu vas aller dans le oui? Il y a Fred qui abordait un thème que je voulais aborder avec toi, David. C'est le thème de la souveraineté numérique. Là. Tu l'as vu, là, c'est là, puis c'est difficile. Puis je pense que c'est pas faiblement affirmé de dire que c'est difficile en ce moment de dealer avec les GAFAM puis avec le pouvoir états-unien, mais on l'a vu avec Fable 5, le gouvernement américain, il peut appuyer sur un kill switch puis mettre fin aux accès à Claude Fable 5 rapidement. Concrètement, toi, sur le terrain, est-ce qu'il y a des incitatifs, justement, pour des compagnies ou des coops de services pour s'associer à des fournisseurs de services canadiens, Cohere ou des alternatives, pas anti-américaines, mais des alternatives américaines, là, comme Mistral? Est-ce que c'est demandé? Est-ce qu'il y a des besoins? Est-ce qu'on s'en soucie? Est-ce qu'on le finance? Est-ce qu'on vous aide à le faire, ce move-là? Ou on dit, prenez les meilleurs produits à meilleur prix? Il y a premièrement, mettons, je pense que des choses font qu'on dit ça. Mettons, la souveraineté des données, ça, on peut l'atteindre quand même relativement facilement. On peut aller vers un fournisseur de services comme Micrologic, R2I, etc. Il y en existe. Par contre, ce n'est pas des services aussi intégrés dans votre suite Office aussi facilement. Déjà là, si vous prenez votre suite Office, vous venez de briser un petit peu ce que vous cherchez à faire. La souveraineté n'est plus là. Elle n'est plus là. Elle vient un petit peu prendre le bord déjà. Fait que ça veut dire que l'alternative, c'est d'aller dans une suite LibreOffice. Puis là, LibreOffice, c'est pas exactement encore la même chose que Microsoft. Mais par contre, comme je dis souvent aux gens, si on injecte autant d'argent, qu'on prend toutes les licences qu'on met dans Microsoft, puis qu'on prend cet argent-là pour le mettre dans LibreOffice, on va avoir la même affaire. On va avoir ça, ça va nous appartenir, puis on va pouvoir faire ce qu'on veut avec, puis l'améliorer, puis etc. Fait que pour moi, il y a un petit peu cette discussion-là. Tu prends juste 1% des licences, mettons, qu'on donne à Microsoft au niveau juste public, puis tu mets cet argent-là dans du LibreOffice, là, puis tu as la même affaire dans pas très long. Fait que c'est pas tant compliqué à développer tout ça. Puis, bref, il y a un petit peu de travail à faire avec ça. Fait que ça, c'est une partie. Maintenant, pour la souveraineté, mettons, de tout ce qui est les modèles d'IA, là, c'est beaucoup plus complexe. Pour ça, on a besoin d'unités de calcul spécialisées qui coûtent très cher, qui sont plus complexes à mettre en place, qui prennent des services qui sont différents. On avait un acteur qui s'appelait Qscale, qui était de propriété québécoise, qui a été vendu à Lévis récemment à une banque américaine, j'ai oublié le nom, Morgan Stanley de mémoire. Ouais, j'avais Goldman Sachs. Golden Sachs. Dans ce style-là, finalement, qu'ils ont acheté. Donc, c'est ça, là, on a perdu. Ils étaient là, sont vendus. Ils sont vendus. Il y en a d'autres qui existent canadiens, mais québécois, on n'en a pas nécessairement beaucoup. Puis d'avoir cette infrastructure, c'est quand même très long à mettre en place. Donc, on a besoin de ces unités de calcul-là pour mettre. Oui, bien sûr, tu pourrais rouler certains modèles sur ton laptop, mais niveau performance entre un modèle open source puis, mettons, Fable 5, il y a quand même un univers de différence entre les deux. Mais dépendant des tâches, tu n'as peut-être pas besoin d'aller vers Fable 5. Fait que puis là, c'est là qu'un petit peu que les gens sont un petit peu perdus puis qu'ils ne savent pas comment se démener là-dedans. Puis là, c'est là qu'ils ont besoin de personnes qui ont plus de capacité de connaissances techniques. Puis là, c'est là que le marché cherche à répondre à quoi. Mais moi, il y a beaucoup de gens qui m'approchent qui disent « Mais reste ça qu'on ait notre propre modèle d'IA. » Je leur dis « Parfait, t'as-tu 250 000 pour qu'on commence à regarder ça? » Puis c'est pas que tu dois me le donner, tu dois acheter un serveur de 250 000 pour réussir à en faire ça. Puis là, c'est là que c'est comme « Oh, OK, je pensais pas que c'est... Donc, c'est un petit peu là. Maintenant... Parce que c'est ça que ça coûte. Là. Si on parle de souveraineté numérique, c'est ça que ça coûte. C'est des frais réels. C'est pas juste... C'est du hardware. C'est quelqu'un qui doit aller brancher ces hardware-là puis qui doit faire en sorte que ça répond à plein de standards qui sont très importants à mettre en place. Redondance, tu as besoin... Bref, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées à mettre en place. Est-ce qu'on pourrait avoir ce genre d'institution-là? Moi, je crois qu'on peut l'avoir. Maintenant, ça va prendre des gens qui délouent les cordons de la bourse, qui mettent de l'argent sur la table, des gens qui ont l'expertise, qui viennent le faire. Puis je pense que la vraie question pour moi, c'est pas de dire c'est doit être une entreprise québécoise, mais parce que c'est pas long que ça peut changer de main. Qscale, on l'a vu, ça peut changer de main assez facilement. C'est quoi la forme qui a le plus de sens qui permettrait de pas faire en sorte qu'on dilapide ça? Pour moi, c'est une forme, soit un OBNL ou une coop. On y revient. On y revient parce que c'est la seule manière que tu peux mutualiser une ressource que tu vas accéder. Puis, ça pourrait être un projet que je suis en train de travailler à essayer de faire, mais pour moi, c'est une manière qu'on peut répondre, qu'on va s'assurer que ce serveur de données-là va rester une propriété de notre société et non d'un actif propre. Après ça, c'est plus difficile de ramener du capital dans ce contexte-là qu'avec une ligne parce que tu peux vendre des parts. Fait que tout ça
pareil, tu as des avantages et des inconvénients, mais c'est difficile à mettre en place. Maintenant, pour les modèles open source, il y en existe plein, avec plus ou moins des bonnes performances, plus ou moins certaines caractéristiques. Il y a des travaux. Pas obligé d'être aussi performant que les ça modèles. Dépend, c'est ça. Ça dépend vraiment de la tâche que tu veux faire. Puis, il y en a qui commencent à développer qui sont plus adaptés pour le Québec. Donc, un peu plus, avoir moins des biais discriminatoires. Parce que quand tu demandes à ChatGPT de te parler en québécois, c'est un petit peu insultant, là, des fois. Là, je suis en train de faire ça, là. Puis là, t'es comme, hey, on parle pas autant que ça comme ça. Il n'y a pas de Saguenay, là. Il y a un petit peu de ça, puis les contextes, les biais, etc., les contextes plus socio-économiques aussi. Donc, ça commence à prendre forme, mais ça reste que c'est beaucoup de travail, puis on a du retard. Mais la France ou l'Europe a aussi du retard. Présentement, l'Europe a annoncé la Vivatech là, de mémoire. Je n'ai pas tout vu les détails encore, là, mais il y a une annonce justement, puis ça semble plus provenir de fonds publics présentement plutôt que fonds privés. Ce qui a des avantages, mais des inconvénients aussi. Il faut peut-être quand même un petit peu de fonds privés, moi, je pense, dans ce genre de projet-là. Maintenant, on va voir ce que ça va nous réserver, mais c'est compliqué. La gouvernance, c'est qu'on est pris dedans. L'Europe a quand même assez rapidement arraché beaucoup de trucs Microsoft avec ce qui se passe justement aux États-Unis. J'attends de voir la même chose ici. LibreOffice, ça répond bien en masse de besoins. C'est ça l'avenir, là, c'est de se tourner vers, on y revient, là, open source, logiciel libre, ou des modèles qui ont été pillés à partir, c'est quoi le terme, distillés à partir de modèles existants, on va se tourner vers des modèles chinois. La distillation, c'est une des méthodes, mais t'en as qui sont quand même entraînés, qui ne sont pas nécessairement des distillations, des gros modèles, mettons. Il y en existe quand même beaucoup. Là. Gemma, Lama, t'en as quand même quelques modèles qui donnent des bonnes performances. Les modèles Mistral sont aussi open source en passant. Oui. Donc, tu peux les utiliser soit à travers leur interface ou directement sur toi-même. Donc, pour moi, ça va juste... Il y a quelque chose qui va se dessiner, mais il y a beaucoup de travail quand même à faire pour que tout ça fonctionne. Puis, tu sais, entraîner son propre modèle, les gens pensent que c'est simple. Ça fait au moins 30 ans que j'entends ça, qu'il faudrait le faire. Tu tourner vers des... Mais c'est pas là. J'ai encore Microsoft au bureau. Là. On est dans une université. Il me semble qu'il y a bien un endroit qu'on pourrait tester ce genre d'affaires-là. C'est sûr que je pense que Microsoft a réussi à tirer son épingle du jeu contre ça en allant vers une suite qui était dans le cloud. LibreOffice, c'est plus difficile à le mettre dans le cloud. Ça te prend, il y a une solution, mettons, là, que tu as moyen d'avoir ça, mais il y a un petit peu plus de complexité. L'offre n'est pas encore rendez-vous parce qu'encore une fois, c'est sous-financé, là, finalement, par rapport à ce que Microsoft a réussi de faire en ayant 90% du marché, là, à peu près. Je pense qu'il faut beaucoup se ramener aussi, là, qu'il y a beaucoup de gens, là, ce qu'ils font avec Word, là, ils n'ont pas besoin de l'affaire la plus fancy. Là, vraiment pas. Ni Excel, ni rien. Fait que tu n'as pas besoin de la dernière licence dans le cloud. Puis même s'ils sont dans le cloud, ils ne savent même pas comment souvent bien utiliser ça, que tu pourrais être bien correct avec juste LibreOffice. Oui, ça revient à vraiment mesurer correctement les besoins, les exprimer, les cerner, puis après ça, les combler avec les bonnes solutions. Puis l'IA, c'est pas toujours la seule. Après, je pense que un des gros freins, mettons, pour peut-être le domaine public, je pense, c'est la gouvernance. C'est beaucoup plus facile. T'sais, la suite Microsoft offre tellement une gouvernance facile de donner des licences, de les gérer, des permissions, etc. Fait que, oui, il y a des trucs qui peuvent sembler plus faciles, mais il y a aussi une complexité de gérer tout ça. Puis je pense que c'est peut-être un peu cette offre-là qui n'est pas encore adaptée, mettons. On va surveiller ça parce que c'est vraiment une piste de solution. Toutes les fois qu'on arrive, on se bute à ces enjeux-là. Il y a toujours ces pistes de solutions-là qui sont soulevées. Avant d'aller vers la conclusion, je m'en vais vers la conclusion. Rassure-toi, David. J'aimerais profiter de ton passage pour regarder le chemin parcouru et l'avenir. Ça fait au moins 10 ans que tu es dans le champ d'expertise de l'IA. Ça fait un bout que tu es là-dedans. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu imaginais, le David, ton David, il y a 10, 15 ans, quand tu as commencé à jongler avec l'IA, comment tu imaginais l'IA? Comment on l'imaginait autour de toi? Puis qu'est-ce qui ne s'est pas produit? Moi, je suis à la recherche d'une promesse non tenue. Là. C'est sûr qu'à l'époque, ce qu'on faisait beaucoup, c'était des modèles prédictifs. Là, on essayait de prédire des choses, des nombres, des catégories, des classes, des choses comme ça. Puis les projets avant d'IA, l'IA classique, là, avant que l'IA générative arrive dans nos vies, là, il y avait beaucoup un processus très scientifique là, tu partais avec ton bâton de pèlerin, là, puis là, tu allais te promener, là, puis là, tu cherchais quelque chose, puis là, il fallait que tu trouves l'information, tu parlais à des experts métiers. Puis là, il y avait c'est qui était quand même long de bien comprendre qu'est-ce qu'on voulait faire, qui a complètement changé maintenant avec les plus récents modèles. Et ça existe toujours, ce processus-là, puis pour moi, c'est toujours pertinent, mais c'est une approche très différente de comment on le faisait.
Fait qu'il y avait beaucoup de temps de comprendre le problème, de comment on veut bien le modéliser, comment on veut le représenter. Puis je me rappelle encore à l'époque, là, ce qui est la base derrière ChatGPT, les transformers, là, que c'était donc bien innovant. Puis maintenant, on est à des lieux de ça. Là, on est complètement déconnecté de ça. Puis de pouvoir entraîner les modèles, puis de pouvoir faire cette espèce de cycle-là, puis de cette exploration-là qui est un petit peu perdue là, présentement, du moins sur le marché, qui est moins visible ou du moins là, qui est moins présent. Je pense aussi que ça reste que ce qu'on fait avec présentement, là, qui est très en vogue, puis l'innovation est beaucoup, beaucoup tournée vers là, c'est que ça reste qu'un LLM, c'est prédire le prochain mot le plus probable. Là. Mais ça, rien justement. plus fancy que ça, là. Puis ça, on a-tu. Justement, ça m'amène à mon autre question. Tu l'as abordé un petit peu plus tôt. Je ne t'ai pas relancé parce que je le savais que ça s'en venait dans mes questions. Tu parlais de les LLM. Il n'y a pas juste les LLM. Il y a d'autres choses. Là. Puis justement, c'est quoi qui s'en vient? Parce que Lequin, justement, il disait ça. Les LLM, là, on a fait le tour. Là. Ça a plafonné, ça fait longtemps. Là. Qu'est-ce qui s'en vient? Là, j'étais obligé de regarder en arrière. Là. Quand tu regardes en avant maintenant, c'est quoi qui s'en vient? C'est quoi les grosses montées là, en intelligence artificielle? C'est quoi les technologies là, qui... Ben, présentement, Qu'est-ce que tu vois dans ta boule? Justement, qu'est-ce que Yann Lequin propose. J'ai pas encore beaucoup étudié ce morceau-là personnellement. C'est sûr que présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on continue à booster aux stéroïdes les LLM jusqu'à temps qu'on atteigne un plafond, puis on ne semble pas avoir atteint encore un plafond de performance. Mais peut-être, en tout cas, moi, j'ai un ami qui a mis une conspiration sur Mythos et Fable 5 que quand ils ont sorti le modèle, ils ont fait un gros Fred, hype. il se frotte les mains. Là, oui, on va dire que c'est la conspiration. Ouais, j'adore ça. C'est comme les potins. Là. Ouais, exact. Tu sais, comme le modèle, quand on retrace un peu l'histoire, puis là, c'est un peu pour dire est-ce qu'on atteint le plafond ou non là, que je vais aller avec ça. C'est quand on retrace l'histoire, bon, il y a eu Fable 5, non, c'était Mythos, ça avait été dessiné, que ça avait été leaké, là, que c'était le meilleur modèle, puis qu'il avait trouvé plein de failles de sécurité dans tous les systèmes inimaginables du monde, en je ne sais pas combien de secondes, puis que, oh my God, tout allait briser, là, puis que c'était la fin de toute la sécurité qu'on connaît d'aujourd'hui. Je caricature un peu, mais c'était grosso modo ça. Puis c'était en même temps qu'il y avait... C'est pour ça qu'ils ont demandé de le fermer. Là. Ben oui, qu'ils ont dit aujourd'hui. Mais à l'époque, quand il était annoncé... Ça fait partie de la conspiration. Là. Exact, ça fait partie de la conspiration. Puis à l'époque, si c'était en même temps où est-ce que Anthropic était dans un gros hamstring avec la défense américaine qui disait « Je veux tes modèles, tu vas faire ta gueule, tu m'en fous ton cadre éthique, go, ah ouais, viens-t'en ici avec tes gros modèles. » Bref, tout ça se passe. Finalement, il release et ce qu'on voyait sur... Tu sais, les gens ont toujours après ça vont parler de leur appréciation de ça, puis c'était pas si impressionnant ce qu'on entendait sur Fable 5, qui est le petit frère de Mythos 5. Moi, je l'ai utilisé, puis j'étais pas genre flabbergasté comme quand j'ai passé de 4.5, mettons, à 4.8 avec Opus, puis j'ai fait, OK, là, on est ailleurs en termes de capacité. Puis j'ai pas rien vu de rien de plus à part brûler vraiment vite mon budget de tokens. Mais j'ai pas... les tâches que j'ai données, qui sont des tâches très complexes, j'ai pas fait, oh my God, on est ailleurs, puis j'ai donc bien hâte de l'utiliser. Je pense qu'ils l'ont juste eux-mêmes pull-out en appelant leur ami à défense américaine. Ils ont dit « Hey, peux-tu faire semblant de ça? » Je suis pas convaincu. C'est ça la conspiration, c'est qu'ils ont volontairement eux-mêmes saboté le lancement parce que c'était pas à la hauteur des performances que les gens s'attendaient. C'est l'hypothèse que mes collègues ont donnée. On veut le fermer. On ne sait pas vraiment trop Vraiment qu'on ne perd pas la face, on va appeler nos amis à défense américaine, on va leur dire « Hey, dites qu'il est trop dangereux. Trop dangereux, on le retire. » Puis là, ça fait comme un autre hype en plus autour de ça. Ah oui, le hype du danger est aussi fort que le hype de l'enthousiasme. Exact, c'est ça. Fait que, le Tweety hype, c'est fort. Mais je trouve ça super intéressant comme conspiration. Je ne sais pas ce qui est vrai là-dedans. Je ne sais pas. On nous le dira. Ça va aider leur rentrée en bourse. Là. Ben oui, en plus que de la rentrée en bourse. Ah oui, ça, c'est clair. Mais tu vois, ça me semble déjà plus plausible que des reptiliens. Mettons, si quelqu'un m'avait dit Dario Amodei, c'est un hologramme ou quelque chose comme ça. Là, on ne sait pas, c'est peut-être un reptilien aussi. Là. C'est peut-être lui, Mythos 5. Il ne faut pas juger toutes les conspirations sur le même pied. Il y en a qui sont le fun. Il y en a qui se tiennent. Exact. Je ne sais plus où est-ce que j'allais avec tout ça, mais je pense que actuellement, on semble vouloir... La tendance académique est à deux choses. Est à vraiment pousser cette machine-là encore plus loin possible, imaginable, puis aussi évaluer toute la performance sur plein de secteurs, puis comment qu'on peut mettre en place des mécanismes de supervision, d'évaluation de la performance. Puis on doit un peu revoir nos mécanismes de performance, puis la science doit aussi revoir la manière qu'elle évalue
des contributions scientifiques, là, parce que là, des articles là, envoyés dans des conférences, là, les chiffres ont explosé. Là. Ah non, Hey, ça si elle faisait disait qu'il y avait eu longtemps que 10 000 articles à une conférence, comment tu peux trouver des réviseurs pour ça? Puis là, même les réviseurs, c'est rendu qu'ils utilisent l'IA générative pour faire que là, Oui, puis ça laisse des traces. Puis non, ça, c'est un problème qui existait déjà dans mais là, on la l'a littérature. accentué. Là, là, c'est stéroïde en maudit. Là. Oui, là, c'est pas beau à voir. Là, des J'en ai traces lu, là, je de- fais la révision ouais. encore, puis j'ai des articles, c'est clairement écrit par une IA, puis c'est pas de très bonne qualité. Là. Non, mais des fois, il y a des évidences. Ouais. Des fois, il y a des bouts remplacés ici par une donnée où on voit des traces. Ouais. L'IA qui est derrière. C'est un autre débat. Mais ça c'est ce qui. Je voulais t'inviter à regarder vers le futur de l'IA. Puis toi, quoi qui t'attend? Ben, je vais continuer avec Baseline. Ben voilà. C'est ça qui Ça va être ça. C'est ça qui t'attend. À suivre, Baseline, David Beauchemin. Ce sera tout pour notre 138. On est rendu à 138. Félicitations. Il s'en est passé des heures d'enregistrement depuis cet enregistrement fabuleux où on était dans mon sous-sol en pleine pandémie. Hein? Ça va mieux, hein? On parlait de Fable. Ça va mieux, hein? 138, ça fait assez de données, ça. Si on est capable de trouver un petit 150, 200 000, peut-être qu'on peut faire un modèle de IA Café, puis Ben oui. peut-être fine-tuner un LLM, Jean-François, puis essayer de faire de quoi avec ça. T'as-tu une suggestion de nom, là? La dernière fois, on peut l'appeler? Cheetos, la dernière fois, au lieu de Mythos. Cheetos 2. Il faudrait trouver, là. J'ai pas encore trouvé. Merci. Ça va être Wish Fable. Wish. La version La Wish de version Fable. Wish. La version cheap. La version Ou cheap Temu de pour les plus jeunes de Temu, l'histoire. ouais, Temu aussi. ouais. OK, c'est tout. Merci à David Beauchemin pour son passage en studio ce matin. Merci, Merci à toi. David. Merci à Frédéric Plamondon qui était là aussi en studio. Merci Fred. Gros trio, les OG, les Old Gangsters étaient là de retour en trio. Sinon, merci à vous, à toi, passionné d'intelligence artificielle. Merci de nous faire une petite place dans ton quotidien. Il y en a plusieurs des podcasts en IA en français maintenant. Mais vous êtes nombreux à nous écouter. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.